Bien. Donc, petite vidéo sur dernier point du chapitre 8 sur le financement de l'économie, État et endettement. Item numéro 5 de votre chapitre, savoir que le solde budgétaire résulte de la différence entre les recettes fiscales et non fiscales et les dépenses de l'État, comprendre que le déficit budgétaire est financé par l'emprunt et savoir qu'une politique de dépenses publiques peut avoir des effets contradictoires sur l'activité, relance de la demande et effet d'éviction. Voilà, donc un programme qui paraît assez complexe, assez dense. En fait, vous allez voir, c'est pas si technique que ça. On va commencer par le premier point, le solde budgétaire, déficit et dette publique. Et on va commencer donc avec ce petit document que vous avez dans votre cours, où en fait on peut observer déjà la chose suivante, c'est qu'à partir de 1975 en France, en fait les dépenses, donc courbe rose, sont toujours supérieures aux recettes, courbe bleue, ce qui signifie qu'en fait notre budget depuis 1975 est en déficit. Voilà. En fait, si vous prenez les données 2017 par rapport à ce document, nos dépenses publiques représentaient 57% du PIB et nos recettes publiques représentaient 54% du PIB. Donc on dépense bien plus qu'on a de recettes. De ce fait, on a un déficit aux alentours de 3% de ce fait en 2017. Voilà. Alors, ce qu'il faut comprendre, si vous voulez, c'est que donc le déficit, c'est la différence entre les recettes publiques et les dépenses publiques. Et pardon, le solde budgétaire, c'est la différence entre recettes publiques et dépenses publiques. Si le solde budgétaire est négatif, on va parler de déficit public. Et si le solde budgétaire est positif, on va parler d'excédent, tout simplement. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un lien entre le déficit et la dette, c'est-à-dire que la dette, c'est l'accumulation des déficits. Autrement dit, si vous voulez, on va dire que le déficit est un flux et que la dette est un stock. Prenez l'exemple d'une baignoire, d'accord. En fait, si vous ouvrez le mitigeur au maximum, donc le robinet, vous allez avoir l'eau qui va couler très très vite dans la baignoire, et même si l'évacuation n'est pas bouchée, en fait, l'eau va commencer à s'accumuler toujours plus dans la baignoire pour une simple et bonne raison, c'est que l'eau ne va pas s'écouler assez vite par rapport à l'eau qui rentre dans la baignoire. D'accord. Donc en fait, ça, si vous voulez, c'est un peu une métaphore pour faire comprendre la notion de déficit et le lien avec la notion de dette. C'est tout simplement que si les déficits sont très 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 élevés, ça veut dire qu'en fait le mitigeur de notre baignoire est ouvert au maximum, et ben en fait on va avoir une dette qui va s'accroître toujours plus en fait. Même si une partie de l'eau dans la baignoire, encore une fois, s'évacue. C'est-à-dire que, si vous voulez, l'État français va rembourser chaque année une partie de sa dette, mais si en même temps le déficit, comment dire, est très élevé, ben, ça veut dire qu'en fait on va se rajouter de la dette et on va se rajouter plus de dette qu'on en rembourse. Donc le montant total de dette va augmenter. Voilà, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Et enfin à l'inverse, c'est-à-dire que si on maîtrise les déficits, ben finalement l'eau qui coule dans la baignoire est relativement faible, donc le flux de déficit est faible, et donc le stock de dette va commencer progressivement à diminuer parce qu'on va rembourser plus vite la dette qu'on en rajoute, en fait, tout simplement. Voilà. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le déficit doit être maîtrisé pour avoir une dette relativement maîtrisée aussi, parce que quand on a de la dette, en fait, ben, il faut dépenser toujours plus pour pouvoir rembourser nos créanciers, c'est-à-dire les agents à capacité de financement qui ont couvert nos besoins tout simplement de financement. Voilà. Alors, juste pour vous montrer un petit exemple, vous voyez, là vous avez l'évolution du déficit français entre 2009 et 2017. Donc 2009, c'est crise des subprimes. On a eu une croissance à ce moment-là négative de moins 2,9%. Et donc on a un déficit de moins 7,2%.
D'accord, donc on comprend bien à ce moment-là que la dette française en fait a fortement augmenté parce qu'on a eu un déficit très très élevé et on voit bien hein, là pendant une dizaine d'années hein, les efforts finalement qu'on a dû faire pour réduire en fait notre déficit afin de pouvoir commencer à réduire aussi notre dette publique. D'accord, donc on voit bien ici que la réduction du déficit, elle se fait comment? Eh bien tout simplement une augmentation des recettes publiques avec une augmentation des prélèvements obligatoires financés par les citoyens, c'est-à-dire les impôts et les cotisations sociales, et puis un ralentissement des dépenses publiques, c'est-à-dire que l'État a peut-être moins investi dans certains services publics afin justement, si vous voulez, d'augmenter les recettes, de réduire ou en tout cas de ralentir l'augmentation des dépenses, et donc comme ça on a pu réduire progressivement notre déficit par rapport à notre production. On comprend bien aussi ici hein, pourquoi les Français ont l'impression depuis quelques années que c'est de plus en plus difficile et en fait de devoir payer hein, toujours plus d'impôts, de cotisations, etc. Bah, c'est tout simplement parce qu'il a fallu réduire tout simplement le déficit creusé en 2009. Il faut bien comprendre que ce déficit en 2009, il a été creusé pour une simple et bonne raison, hein, c'est que si on reprend hop, nos recettes et nos dépenses, on a eu une diminution donc, de notre production de richesse de 3%. Donc, qui dit diminution de la production dit forte augmentation du chômage. Donc, il a fallu dépenser plus pour indemniser les chômeurs. Et puis, vu que la production a diminué, il y a eu moins de profits, donc moins de recettes fiscales pour l'État. Hein. Mécaniquement, les entreprises ont payé moins d'impôts puisqu'elles ont fait moins de bénéfices, hein, tout simplement. Et puis, il faut voir que les ménages aussi ont vu leur pouvoir d'achat diminuer puisque le chômage a augmenté. Et donc, ça veut dire moins de consommation, donc moins de TVA, donc moins de recettes publiques. Hein. Voilà pourquoi, finalement, quand il y a une crise économique, une dépression, c'est-à-dire une baisse de la production, on a le déficit qui explose. Il faut voir que là, hein, on a eu un déficit de moins 7,2% pour une chute de la production de moins 2,9% en 2009. Là, Monsieur le maire, notre ministre de l'économie, a annoncé en gros hein, une diminution de notre produit intérieur brut pour l'année 2020 suite à la crise du coronavirus de moins 3,3%. Et ça, c'est une prévision si on reste seulement encore 15 jours en confinement. C'est-à-dire que plus le confinement va durer longtemps pour contenir l'épidémie, plus la dépression va être forte et donc on va devoir exploser en fait notre déficit public pour pouvoir finalement amortir le choc et il va falloir s'attendre dans les années qui viennent à devoir réduire de nouveau ce déficit. Donc voilà, à payer un peu plus de prélèvements obligatoires. Alors, vous voyez, si vous voulez, je vais mettre ces deux documents en lien. Là, vous avez donc une réduction du déficit sur 2009-2017 et vous regardez, hein, là, donc on a une augmentation, on voit bien l'augmentation de la dette hein, à partir de 2009. Ça augmente, ça augmente, ça augmente. Et regardez, hop, à partir de 2017, en fait, on commence à voir la dette légèrement se réduire. Ben, en fait, tout simplement parce que notre déficit commence à être maîtrisé. Donc, on voit bien, le déficit, on en a toujours, sauf que le flux hein, est beaucoup plus faible. Et donc, ben, mécaniquement, finalement, ça va se traduire par une diminution de la dette. C'est-à-dire qu'en fait, le flux alimente moins rapidement le stock de dette qu'on rembourse de dette. Donc, la dette commence à se réduire tout doucement. Voilà. Alors, ça c'est pour les dernières années. Hein. Maintenant, je vais utiliser le document 15 de votre cours, en fait, hein, qui est tiré d'Alternatives économiques, pour vous montrer un petit peu les recettes et les dépenses de... de l'État français. Donc déjà, petite chose intéressante, hein, c'est que vous voyez que le premier poste budgétaire de notre État, c'est l'éducation et la recherche avec 80 milliards. Ensuite, on a la justice, la sécurité intérieure et extérieure, suivi de l'écologie, de l'aménagement du territoire et le logement. Et puis, quatrième poste, boum, voilà, la dette, la charge de la dette, hein, 42 milliards. Hein, donc ça, c'est les intérêts en fait, hein, enfin le remboursement de la dette, pardon. On rembourse tout simplement nos créanciers, hein, d'accord
Donc vous voyez bien que plus on a de dettes, plus on doit dépenser hein, finalement d'argent pour rembourser nos créanciers. Il faut bien voir que ça c'est de l'argent qu'on ne peut pas injecter dans les hôpitaux publics, dans l'éducation, dans les infrastructures, etc. Donc voilà pourquoi il est peut-être important et intéressant de maîtriser les déficits et la dette publique. Au niveau des dépenses publiques, hein, toujours, puisque j'ai commencé par là, chose intéressante, c'est que je vous ai dit au départ en 2017, hein, vous avez 57% du produit intérieur brut. Hein, d'accord. Donc nos dépenses publiques correspondent à peu près à 57% du produit intérieur brut. D'accord. Il faut voir que quasiment la moitié de nos dépenses publiques sont des dépenses de sécurité sociale. Donc ça, si vous voulez, pourquoi finalement l'État français tient une place importante dans notre société? Tout simplement parce que c'est un choix de société. Nous avons un système de sécurité sociale qui est fondé sur la solidarité et finalement avec des dépenses d'assurance collective en fait, hein, d'accord. Je m'explique. Vous avez donc les personnes, les actifs occupés, donc ceux qui sont plutôt jeunes, qui ont un emploi, qui vont payer des cotisations sociales, qui vont revenir, enfin qui vont pouvoir, ces cotisations sociales vont pouvoir financer les retraités. Vous avez les gens en bonne santé qui vont cotiser pour les gens qui sont en moins bonne santé, qui sont malades. Vous avez les gens qui ont la chance d'avoir un emploi, qui vont cotiser pour les gens qui ont perdu un emploi, c'est-à-dire les chômeurs, etc. Donc vous voyez, tout ça, ce sont des dépenses qui sont socialisées, donc ça explique hein, pourquoi l'État français tient une place importante dans notre société. Bien évidemment, si on avait par exemple un système d'assurance privée, notamment au niveau de la santé comme aux États-Unis, eh ben, l'État français aurait un poids beaucoup moins important hein, dans l'économie et surtout en termes de les dépenses publiques seraient plus faibles par rapport à notre produit intérieur brut. Donc encore une fois, c'est un choix de société fondé sur la solidarité entre les individus. Euh, Bien, alors ensuite, juste un petit passage sur les recettes fiscales, puis ensuite on verra les recettes non fiscales. Recettes fiscales, hein, vous pouvez constater, vous avez 51% de nos recettes en 2017 hein, qui proviennent de la taxe sur la valeur ajoutée. Donc le premier impôt finalement en France, hein, c'est la TVA payée par tout le monde en fait. Hein, et ça il faut bien le comprendre, c'est que même des jeunes qui vivent encore chez leurs parents, qui ne sont pas majeurs, ils ont de l'argent de poche et ils consomment hein, de temps en temps, donc par définition, ils payent aussi de la TVA et contribuent en fait au financement des services publics, l'école, les hôpitaux, le financement des infrastructures, etc. En fait, tous les citoyens français, via la TVA, contribuent et participent à l'effort collectif et aux dépenses publiques. Ça, je crois que c'est important de le rappeler. Et la deuxième recette hein, fiscale, c'est tout simplement l'impôt sur le revenu, hein, d'accord. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, il y a seulement un ménage sur deux qui paye de l'IRPP, impôt sur le revenu des personnes physiques. Hein. Voilà, donc tout le monde ne paye pas des impôts sur le revenu, seulement un ménage sur deux. Par contre, tout le monde paye de la TVA. Voilà, ça, je crois que c'est important de préciser ces choses-là, histoire que vous ayez des données en fait, hein, et comment dire, un aperçu des recettes fiscales et des dépenses publiques en France. Alors, il y a aussi des recettes non fiscales, hein, c'est d'ailleurs dans votre programme, sauf qu'elles représentent seulement 5% hein, du total des recettes, donc c'est pas grand-chose finalement. Ces recettes, elles viennent d'où? Alors, je vais peut-être pas vous lire tous les exemples. Des jeux d'argent, hein, vous connaissez, je pense, la Française des jeux, hein, par exemple, c'est une partie des recettes non fiscales. Les amendes, hein, bien évidemment, recettes non fiscales. Vous avez l'État français qui va prêter de l'argent à d'autres États étrangers et donc ces États vont payer des intérêts sur les emprunts, donc ça va aussi nous faire des recettes non fiscales. L'État français peut mettre en location des appartements, des logements, des locaux, etc., récupérer des loyers et vous avez l'État français qui est également actionnaire de certaines entreprises, pensez à Peugeot, pensez à Renault. Et donc l'État français a le droit de récupérer une partie des dividendes versés par ces entreprises lorsqu'elles font du bénéfice. Voilà. Vous avez ici hein, donc une petite vidéo à regarder jusqu'à 2 minutes 47 qui finalement résume un petit peu tout ce qu'on vient de voir sur le déficit, qu'est-ce que le déficit, pourquoi ça alimente la dette et quelles sont les dépenses et les ressources, les recettes publiques de l'État français. Je m'arrête pour cette petite vidéo, je ferai une deuxième partie donc sur l'effet de relance ou l'effet d'éviction.